du webinaire. Donc, qui porte aujourd'hui sur la prise en compte des considérations sociales dans les marchés de l'ANRU, avec un focus sur la GUSP, la gestion urbaine et sociale de proximité, et sur la prise en compte des considérations sociales dans les marchés de prestations intellectuelles dans le cadre des marchés de l'ANRU. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui, tout à fait. Bon. Je vais peut-être l'agrandir parce que je crois que c'est pas toujours très simple de lire. Écoutez, merci à tous ceux qui ont pu rejoindre ce troisième atelier dans notre série du cycle 2, atelier à tout close, donc comme je vous le disais, qui est concerné à l'ANRU. Donc nous aurons, alors aujourd'hui, bon, je pense que l'atelier peut-être avoir un format un petit peu court. Nous aurons 2 intervenants. Donc Régis Nicolas, qui est chargé de mission au sein du mouvement des régies de quartier. Voilà, alors j'avais mis intervention d'une régie de quartier, mais Régis n'a pas pu, voilà, avoir une régie qui pourrait témoigner, mais je pense qu'il pourra nous donner un exemple. Et puis ensuite, sur la partie prise en compte des considérations sociales dans les marchés de prestations intellectuelles de l'ANRU, nous aurons l'intervention de Raphaël Serrier et d'Ophélie également, qui sont de la Maison de l'Emploi du Nord de la Réunion. Donc, un grand merci à vous de être connectés, parce qu'il y a quand même un petit décalage horaire. Et puis ensuite, nous aurons un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser, à intervenir dans le chat. On pourra faire, prendre vos questions à la fin de chaque intervention. Donc, un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas pu être présents au précédent webinaire. Donc, rappel sur le GIP Maximilien. Donc, pour les franciliens, nous sommes connus, nous sommes le service public mutualisé d'administration électronique. Donc, nous accompagnons les acheteurs publics franciliens dans la dématérialisation de leurs procédures d'achat. On a la plateforme publique de publication des marchés publics franciliens. Donc l'idée, bien évidemment, alors c'est de rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises et de promouvoir l'achat responsable. Donc ça, c'est une mission qui est assez récente au sein du GIP. Donc on accompagne les administrations, les acheteurs publics dans leur transformation numérique. Voilà, on leur propose tout un panel de solutions quand ils deviennent adhérents du GIP. Et on fait en sorte de s'adapter à leur spécificité en leur mettant à disposition un certain nombre d'outils. Alors, comme je vous le disais, donc, alors c'est depuis 2022, on anime le pôle, le réseau francilien de l'achat responsable dans le cadre du PNAD. Donc, nous sommes une équipe de 3 personnes. Donc, Louise Vidal, qui est la chef de projet du pôle, qui est également chef de projet sur la partie mission d'appui au développement des clauses sociales. Donc, nous sommes 2 sur la mission d'appui au développement des clauses sociales, donc moi-même et Louise, et donc on accompagne les acheteurs publics à la prise en compte des considérations sociales dans leur marché. Et donc sur le volet environnemental, nous avons Anaëlle Mazin, qu'un certain nombre d'entre vous doivent également connaître, qui est donc experte sur le volet environnemental et donc qui accompagne les acheteurs dans la prise en compte des considérations environnementales dans leur marché. Donc, à ce titre, donc, nous contribuons aux travaux nationaux sur les achats responsables. Donc, nous travaillons avec l'interréseau de la commande publique durable. Donc, ça, c'est sur le volet environnemental. Donc, on travaille avec le CGDD. Et donc, sur le volet social, voilà, nous travaillons étroitement avec Alliance Ville Emploi, qui est le réseau national des facilitateurs. Et donc, dans ce cadre, nous mettons à la disposition des acheteurs un certain nombre de ressources. Donc, je vous invite à consulter notre site internet dans la partie, donc nous avons une partie dédiée commande publique responsable et nous avons également une page YouTube où vous pouvez retrouver les replays de tous nos ateliers. Donc, aussi bien ateliers à tout close que plus globalement les ateliers achats responsables que nous organisons tous les trimestres. Donc, à ce titre, le prochain aura lieu le 3 décembre et portera sur la programmation.
Donc nous publions dans notre espace, voilà, des boîtes à outils, des fiches pratiques. Nous avons également un espace réservé sur enfin, la plateforme rapide, voilà, maintenant voilà, qui est modifiée puisque voilà, il y a eu le lancement de la nouvelle plateforme la semaine dernière par le CGDD. Et régulièrement, donc, enfin, tous les trimestres, nous publions une lettre d'information sur les achats responsables. Alors, juste, voilà, petit rappel hein, sur les deux missions. Donc, la MAX qui a été créée en 2016. Et donc, on était voilà, la seule coordination régionale jusqu'à maintenant. Et avec le PNAD, il y a eu deux appels à projets de lancer, 2022-2023. Et il y a donc voilà, des coordinations régionales qui se sont créées sur tout le territoire national, donc dans l'Hexagone, mais également hors métropole. Et donc, euh, la Maison du Nord de la Réunion porte également le guichet régional de la clause sociale. Donc nous, on a deux grandes missions, hein. Une mission de sensibilisation des acheteurs publics à prendre en compte les considérations environnementales dans leur marché et également un rôle d'animation de tout l'écosystème francilien de la clause sociale. Et donc, côté environnemental, ma collègue Anaëlle, elle anime le guichet vert et répond aux acheteurs publics qui la saisissent pour la prise en compte de considérations environnementales dans leur marché, puisque à horizon 2025, les marchés publics devront contenir 100% de considérations environnementales. Et donc, on propose un nouveau service sous la forme d'une demi-journée qui serait donc là pour le coup. Là, donc, tous les services que je vous ai proposés, aussi bien par la Max que par le Guichevert, sont des guichets qui sont ouverts à tous les acheteurs publics. Voilà, qui sont des services gratuits. Et donc là, on veut donc proposer sous format la plus long d'une demi-journée un atelier qui abordera les enjeux de l'achat responsable et les leviers qui peuvent être offerts par la commande publique. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place voilà, à partir de la fin de l'année et l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous envoyer un mail sur l'adresse mail achat-responsable. Oh, excusez-moi. Voilà, je vous mettrai quand vous enverrez le support, vous aurez l'adresse mail. Voilà, donc pour aborder le sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc juste un petit rappel sur l'ANRU et plus précisément hein, le NPNRU, le nouveau programme national de rénovation urbaine, puisqu'il y a eu un premier programme, je crois qu'il a été lancé en 2003, et là il y a le second programme qui est lancé depuis 2014, donc ça fait déjà 10 ans, et qui va concerner donc 480 quartiers prioritaires pardon, de la politique de la ville, soit 5 millions d'habitants, donc avec des volumes financiers assez considérables, puisqu'il y a 12 milliards d'euros de concours financiers de l'ANRU et 40 milliards d'euros d'investissement. Donc, les concours financiers de l'ANRU, hein, ce sont en fait puisque l'ANRU ne passe pas elle-même les marchés, mais demande aux porteurs de projets d'intégrer des considérations environnementales dans les marchés ANRU et donc en contrepartie verse des aides, donc d'où les 12 milliards d'euros de concours financiers. Alors, juste dans le cadre de ce nouveau programme, donc maintenant, alors, ce qui n'existait pas hein, dans le premier programme, je vous ai rappelé donc les documents cadres d'insertion, donc le règlement général administratif du NPNRU en son article 5.2 qui dispose qu'un projet faisant appel au concours financier de l'agence doit se conformer à la charte nationale de l'ANRU. Donc cette charte nationale qui court sur 2014-2024 et qui impose, donc, comme je disais, donc, aux porteurs de projets et maîtres d'ouvrage, donc signataires d'une convention NPNRU, d'avoir des obligations en termes d'insertion. Donc, ces obligations, donc, je vous les ai mis donc, à droite du slide, donc l'article 2 de la Charte nationale. Alors, cette Charte nationale d'insertion, il n'y a pas d'obligation, mais elle peut être déclinée en charte locale. Dans tous les cas, alors,
voilà, c'est toujours plus intéressant d'avoir des chartes locales parce qu'on est au plus près des territoires. Mais dans tous les cas, les marchés en rue devront avoir au moins 5% des heures travaillées dans le cadre des opérations, donc à la fois travaux et ingénierie, qui seront donc financés par l'agence. Au moins 10% des heures dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de proximité. Donc d'où l'intervention aujourd'hui de Régis Nicolas sur ce point. Et puis, donc, une partie, excusez-moi, des embauches devront se faire dans des marchés de prestations intellectuelles. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont nouveaux par rapport au premier programme. Donc, on veut aller au-delà du volet quantitatif. L'ANRU veut aller sur un volet qualitatif et que ces marchés profitent aussi au territoire et qui s'inscrivent vraiment plus globalement au-delà de l'emploi dans une politique de territoire et au-delà de la construction, voilà, que cette construction dynamise aussi et fasse travailler les publics et les structures qui sont dans les territoires concernés. Donc, voilà, ça c'était Une mon dernier précision. slide. Oui, Dans le Philippe. cadre de l'ANRU 2, on a aussi un élément qui est assez unique dans le cadre des clauses sur l'éligibilité des publics, puisque sont prioritaires, et c'est d'ailleurs la grande différence avec l'ANRU 1, sur l'ANRU 1 étaient prioritaires les publics résidant sur les quartiers impactés par les opérations, et au-delà, l'ensemble des publics qui résidaient sur les communes ou sur les EPCI sur lesquels se déroulaient les PLACNI, les plans locaux d'application de la Charte nationale insertion. Et dans le cadre de l'ANRU 2, la nouveauté, elle est liée à l'origine géographique des publics, puisque la priorité est fortement mise sur les résidents QPV, quel que soit le département de résidence. L'idée, c'est bien et les territoires doivent même justifier de positionner une personne qui ne réside pas en QPV à travers une procédure qui vise à prouver qu'il y a bien eu un sourcing en direction des QPV et des acteurs de proximité et que c'est à défaut d'avoir trouvé un candidat disponible résident en QPV qu'on est autorisé à positionner un candidat qui est par ailleurs éligible du point de vue de sa situation sociale, mais qui ne réside pas sur un quartier politique de la ville. Donc là, il y a quand même Merci. aussi une procédure particulière pour les structures qui accompagnent les clauses, pour les territoires en termes de sourcing et de justification, et rappeler que l'ANRU est quand même le seul donneur d'ordre qui donne des indications d'éligibilité liées à la géographie du lieu de résidence du candidat, et que c'est le seul qui fait ça. C'est bon de le rappeler parce que sur certains territoires, on observe qu'il y a des pratiques qui visent à privilégier ou à ne considérer comme étant éligibles que les résidents d'une ville, alors que ce n'est que dans le cadre de l'ANRU que c'est autorisé. Oui, merci Philippe pour cette précision, effectivement. Puisque les publics QPV sont prioritaires, mais effectivement, si le facilitateur ne peut pas proposer de candidat, on revient à l'éligibilité classique des publics qui peuvent être positionnés, qui peuvent être bénéficiaires de la clause sociale. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Régis, voilà, puisque l'idée, c'est dans le cadre de la gestion urbaine et sociale de proximité qui est fixée dans la charte. Voilà, il y a des objectifs qui sont fixés dans la charte nationale. C'est de voir comment vous donner des idées, un peu des clés, notamment voilà, de vous appuyer peut-être sur les régies de quartier pour remplir cette nouvelle obligation fixée par le NPNRU. Donc, merci Régis. Alors, je vous laisse partager votre support si vous en avez un. Yes. C'est plus simple. Yes, merci. J'ai combien de temps déjà? Juste dire un peu. Oh, bah là, on a voilà, pour avoir une vingtaine de minutes, il n'y a Ok. pas de souci vu qu'il y a 2 intervenants. Très bien. Bonjour et merci pour l'invitation. Du coup, je vais faire un petit rappel assez rapide sur ce que sont les régies de quartier que j'ai eu à présenter auprès de Maximilien récemment. Donc, et j'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà, donc je vais essayer de faire assez rapide.
Nous, les façons dont on voit les leviers de la commande publique responsables pour déployer un projet de régie et des illustrations dans le cadre notamment de la rénovation urbaine. Du coup, un petit rappel sur les régies de quartier et régies de territoire. Donc, on parle de régie de quartier en QPV, on parle de régie de territoire en milieu rural. Donc, c'est toutes des assos adhérentes au mouvement des régies, qui est garant du label régie de quartier, régie de territoire. C'est que des associations loi 1901, avec qui est basé sur une gouvernance composée d'habitants, d'élus et de bailleurs sociaux. C'est des principes qui sont énoncés dans une charte de 91 et un manifeste de 93. Mais les premières régies datent des années 80. Il y en a aujourd'hui environ 130, 18 régies de territoire. Le reste, c'est que des régies de quartier plus en milieu rural. Ça représente environ 13 000 salariés et 2 500 bénévoles dans les gouvernances ou dans les différentes activités. Et ça a on a notre propre branche professionnelle, notre propre convention collective nationale qui nous permet d'essayer via le levier RH et droit social, d'aller plus loin dans le projet régie. Et on couvre environ 300 quartiers politiques de la ville. Et dans 2 tiers des cas, la régie, c'est le premier employeur du quartier où elle est implantée. La régie moyenne, c'est un conseil d'administration, on retrouve 7 habitants, 2 bailleurs sociaux, 3 représentants de collectivités et 3 partenaires locaux. Ça peut être des assos, des représentants du tissu économique, c'est assez varié. La régie moyenne, elle fait 1,7 million de budget par an, dont 75% de masse salariale, qui représente environ 50 ETP, dont les 2 tiers sont en insertion. Le modèle économique, il est à plus de moitié basé sur un chiffre d'affaires de près de 1 million d'euros. Et donc, ce chiffre d'affaires d'1 million d'euros, il est composé avant tout, bailleurs sociaux, ensuite collectivités territoriales, mais ça arrive à beaucoup de régies de travailler avec des entreprises, des associations et des particuliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que les régies, dans leur ensemble, elles couvrent plus de 800 marchés publics, dont la moitié en procédure adaptée. Et les 3 quarts de ces marchés publics se relèvent de ce qu'on appelle les achats socialement responsables. Donc, qui est votre sujet. Donc, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Donc, les régies, elles sont presque toutes conventionnées, ont presque tout un conventionnement insertion par l'activité économique. Dans 40% des cas environ, elles ont et un ACI, un atelier chantier d'insertion, et une entreprise d'insertion. Il y en a 32% qui n'ont seulement eu un agrément entreprise d'insertion et 27% seulement atelier chantier d'insertion. Il y en a quelques-unes qui n'ont aucun conventionnement parce que c'est leur choix. C'est plus un historique c'est l'historique de quelques régies très particulières. Le réseau choisit de ne pas aller sur les associations intermédiaires ou les ETTI parce que ça nous ferait perdre le levier de l'encadrement technique qu'on considère être un levier important du projet régie, puisque c'est grâce à ça qu'on connaît vraiment les salariés, c'est grâce à ça qu'on peut gérer les plannings et aussi les placer sur des choses qui n'ont pas que trait à de la production, mais aussi à des choses de lien social, de présence sur le quartier, etc. Ce qu'on va retrouver dans les régies, c'est aussi dans 1 cas sur 3 des conventions d'adultes relais. Et dans 7 régies sur 10, on retrouve quelqu'un qui est en charge du lien social ou du développement local. L'idée, c'est vraiment de réinjecter toute la création de valeur sur les territoires prioritaires. Et le cœur des activités que je vais vous décrire, c'est de la gestion urbaine de proximité. Et en général, dans une régie, on a plusieurs activités. Les activités les plus courantes qu'on va retrouver dans les régies, c'est très massivement du nettoyage, des espaces verts, de la gestion des encombrants, gestion des déchets, du second œuvre. Mais on a aussi beaucoup de choses qui ont trait ça peut être très varié en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont trait au développement local, de la médiation, de l'agriculture urbaine, de l'animation locale, écrivain public, accès aux droits. Donc vraiment, le champ des possibles est assez infini. Il y a aussi beaucoup du coup d'accompagnement collectif et individuel qui est fait dans les régies, soit en termes d'animation et d'ateliers, soit sur un volet plus commercial en développant des services à domicile, des services à la personne, qui sont du coup souvent à des coûts plus accessibles pour les habitants. Et il y a aussi beaucoup d'accompagnement individuel, alors évidemment au titre de l'insertion, mais aussi dans des démarches d'accès aux droits et de médiation
Donc ça va beaucoup dépendre en fonction de telle ou telle régie. Donc voilà pour ce que sont les régies aujourd'hui globalement. Nous, la façon dont on met en avant ça, c'est un discours qu'on porte surtout quand on discute avec des partenaires qui veulent créer une régie, ou même quand on doit quand on doit refaire le point avec des partenaires avec qui le lien s'est un peu distendu. Mais les plus gros leviers, nous, de commande publique responsable, c'est vraiment pas la clause sociale, ça va être vraiment le marché d'insertion et de qualification socio-professionnelle, parce que c'est là-dessus qu'on va évaluer. Ce qu'on y vend, c'est non plus la prestation technique, mais vraiment de l'heure d'insertion. Et là-dessus, c'est beaucoup plus souple pour l'acheteur par rapport au service qu'il veut mettre derrière ces heures d'insertion. Et ce sur quoi on va être mis en concurrence et évalué, c'est sur la qualité du parcours d'insertion. Donc, à l'inverse par exemple, des marchés réservés IAE, où on est mis en concurrence avec des entreprises adaptées qui ont des modèles économiques différents et où l'objet est quand même circonscrit à la prestation technique. Dans le marché d'insertion et de qualification socio-professionnelle, on est vraiment sur quelque chose où l'objet du marché, c'est le service social. Évidemment, ce qu'on retrouve beaucoup aussi, c'est de l'allotissement, parce que la régie de quartier, ce qu'elle va chercher à faire, c'est vraiment approfondir son implantation sur son territoire et essayer le but, c'est pas de prendre n'importe quelle opportunité économique, c'est vraiment de voir si c'est des choses qui sont utiles pour le territoire. Et puis évidemment, le sourcing, beaucoup de discussions en amont pour savoir quels sont les besoins du quartier, sur quoi il y a des priorités, etc. Ça peut aller très loin. Par exemple, là, ça fait plus d'1 an que beaucoup de bailleurs et de collectivités se cherchent sur la gestion des biodéchets, avec le compost, avec les nouvelles obligations. Et finalement, c'est un marché qui a du mal à se trouver. Bon, là, il y a dans certains cas, je pense je sais qu'il y a des territoires qui ont des discussions assez poussées sur des régies pour aller sur quelque chose d'assez ambitieux en termes de prévention, de collecte de savoir combien on vient travailler avec les acteurs économiques du territoire. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles qu'on détaille dans un guide commande publique qu'on a mis à jour récemment. Et on a aussi un autre guide bailleurs sociaux et régie de quartier pour un partenariat renforcé qui rebalait un peu des retours d'expérience et les bonnes pratiques en termes de une commande publique qui serve le territoire, qui ne soit pas que sur du moins-disant financier, qui justement essaye de voir un peu plus loin, à plus long terme. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui à la rénovation urbaine? Alors, parce que, on se rend compte qu'on a été quand même très longtemps très positionné sur de la politique de la ville et on est parfois vu seulement comme un acteur de la politique de la ville. Mais bon, la politique de la ville, ça reste assez marginal. En gros, c'est 8% de la population, 0,2% du budget de l'État. Alors que la rénovation urbaine, là, on est sur des gros volumes en termes de transformation. Donc, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par an par quartier en rénovation urbaine pendant 10 à 15 ans. Et surtout, on a des objectifs assez similaires, en fait, entre quand on lit la charte des régies et qu'on lit la loi Borloo de 2003 sur la rénovation urbaine. Réduire les inégalités sociales et les écarts de développement, la mixité sociale, le développement durable, intégrer les populations avec des difficultés sociales, limiter l'enclavement, la dégradation, la déqualification urbaine intégrée au risque de la ville, diversifier les fonctions dans le quartier, rééquilibrer les fonctions commerciales, économiques, sociales, culturelles par rapport à l'habitat, redonner une attractivité au quartier concerné. Tout ça, c'est des choses qu'on s'efforce de faire avec les régies parce que, une régie, quand on a un employeur dans le quartier, ça limite l'effet quartier dortoir. Parfois, on essaye de lancer des commerces. J'y reviendrai sur les illustrations. Et là, je vais aller assez vite parce qu'on l'a vu en intro, mais il y a encore beaucoup à faire pour développer de la gestion urbaine de proximité qui représente que dans le programme de rénovation urbaine 1, le PNRU de 2004 à 2021, c'est seulement 8% des heures d'insertion. Et en fait, de démarches de GUP connues et cofinancées par l'ANRU, il n'y en a eu que 110 sur 550 quartiers, Donc, du côté de l'ANRU, il le voit comme un levier pour aller au-delà de seulement le gros œuvre. Et en fait, on voit qu'il y a des leviers pour requalifier les quartiers, les refaire vivre et être autre chose que sur du pur logement. Autre constat qu'on fait quand même récemment, c'est que les institutions font aussi sur les quartiers, c'est qu'on a quand même une dégradation de l'habitat dans les QPV qui va parfois plus vite que la rénovation.
Et on voit que les actions préventives comme la GUP peuvent coûter moins cher que tout ce qui est mesures curatives liées aux problèmes de mal logement. Donc, comment ça va se matérialiser, nous, concrètement, en termes de contrats locaux sur la gestion de proximité? Nous, on intervient soit dans le cadre de la politique de la ville avec les contrats de ville, notamment sur tout ce qui est les conventions d'utilisation de l'abattement de TFPB. Donc, en gros, les bailleurs, pour tout leur parc qui est domicilié en quartier politique de la ville, étant donné qu'il y a des problèmes de gestion et qu'on cherche à éviter de faire payer sur les charges locatives des habitants, parce que c'est des habitants particulièrement vulnérables, l'État leur donne un abattement de taxes foncières et cet argent, ils ont charge de l'utiliser pour de la gestion de proximité. Donc ça, c'est déjà un cadre qui est existant. Il y a le cadre donc, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la question de la rénovation urbaine. Pour chaque convention de programme de rénovation urbaine, on a donc dans certains cas des conventions GUP, comme je vous disais, de gestion urbaine de proximité, ou ce que l'ANRU appelle en ce moment les projets de gestion. On signe des conventions de gestion, des projets de gestion. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a financé les équipements, le gros œuvre du quartier, typiquement, je sais pas, les bornes enterrées ou des nouveaux équipements du quartier, il y a un enjeu de pouvoir les utiliser, de s'assurer qu'ils ne soient pas saturés, qu'ils soient bien employés. Il y a des enjeux je dis un truc, je pense à une opération un peu particulière, mais pour illustrer qu'il y a toujours des enjeux de gestion derrière du gros œuvre. J'avais suivi une opération de bâtiment à énergie positive, en fait, qui s'est révélé consommer plus d'énergie qu'un bâtiment classique, parce que en fait, si les usages ne sont pas accompagnés, en fait, on gagne pas tous les gains d'efficacité énergétique qui est prévu par l'équipement. Donc, un équipement tout seul suffit rarement. Il y a toujours des enjeux de gestion. Donc, c'est là-dedans que nous, on peut s'inscrire. Donc, que ce soit en amont d'opérations de rénovation pour de l'information ou de l'accès au droit, que ce soit pendant une opération pour faciliter l'intervention des travaux, pour faciliter le déroulé des travaux, ou que ce soit en aval à la livraison des équipements. Il y a souvent des enjeux de gestion et de quotidienneté, quoi. Mais il y a un autre cadre aussi qui est plus récent et qui est plus récent en termes législatifs, qui est la rénovation privée, dans le cadre notamment de copropriétés en difficulté, où c'est là-dessus, on a aussi été sollicité par les services de l'État pour intervenir, puisque en gros, on a du mal aujourd'hui, là où on trouve les populations les plus précaires, c'est plus dans le logement social, c'est dans le logement privé dégradé. Et donc, c'est des endroits qui cumulent beaucoup de cercles vicieux en termes de mauvaise gestion, d'endettement, de gouvernance dysfonctionnelle, de trafic, etc., d'habitat indigne, et qui malheureusement ne font la une que quand il y a des drames qui surviennent. Je pense à la rue d'Aubagne ou l'incendie qu'il y avait eu à Vaux-en-Velin, où il y avait eu 10 morts il y a 2 ans. Enfin bref, du coup, l'habitat privé, ça devient un gros sujet qu'on a du mal à traiter. Et là-dessus, pareil, le gros œuvre ne suffit pas. Il y a des questions d'accès au droit, de gestion de quotidienneté qui pourrissent le quotidien des habitants et qui rendent électriques, voire explosives, les relations entre habitants et institutions. Donc, quelque chose sur lequel on est de plus en plus sollicité. C'est pour ça que je fais un petit écart sur la gestion urbaine de proximité sur l'habitat privé, pardon, parce que donc le parc privé, ça représente 1/3 du logement dans les quartiers politiques de la ville. Et l'ANA qui accompagne ça, en fait, l'ANRU intervient un peu, parce qu'en fait, l'ANRU intervient souvent sur les marges de ces copropriétés, parce que les équipements sont publics, parce que les voiries sont publiques, parce que les écoles, les équipements voisins sont publics. Et l'ANA intervient sur les travaux d'urgence. Nous, aujourd'hui, les régies, on travaille beaucoup en gestion urbaine de proximité avec les bailleurs sociaux, avec les collectivités territoriales. On intervient à la marge dans l'habitat privé. On est souvent prestataire de syndics et au titre de prestations assez minimales sur des petits montants et souvent avec des risques d'impayés. En fait, là, l'idée de développer on développe une expérimentation avec l'ANA, la NCT et l'ANRU pour travailler de plus en plus sur de la gestion urbaine de proximité dans les copropriétés sous opération,
les copropriétés privées sous opération de rénovation. Et donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin dans la gestion urbaine de proximité, sachant que, en gros, l'ANA a mis beaucoup d'argent sur la table, mais aujourd'hui, il y a un enjeu à ce que les collectivités territoriales se saisissent de cet argent et en fait décident d'en engager elles aussi en voyant qu'il y a un enjeu à travailler sur la gestion de proximité dans l'habitat privé. Alors qu'aujourd'hui, elles sont un peu frileuses et malheureusement, du coup, ce qui se passe, c'est que les cercles vicieux empirent. Pour vous donner un exemple du coup d'intervention pour une régie de quartier, ça va dépendre de ce que fait déjà la régie. Et en gros, nous, ce qu'on propose sur la gestion urbaine de proximité, c'est en fonction du temps et de l'argent et du budget qu'on veut mettre en place pour tester des choses, soit on déploie les services de la régie sur de l'habitat en cours de rénovation, soit on développe de nouveaux services. Et en termes de budget, ça peut aller de devis bons de commande assez simples pour débloquer une situation à l'instant T de façon assez souple et flexible, soit vraiment on voit dans certains quartiers des vrais lots importants de gestion urbaine de proximité pluriannuels parce qu'on voit l'intérêt d'accompagner le programme de rénovation urbaine avec ça. Donc là, ça va, comme vous voyez, c'est assez varié. Ça peut aller de surentretien, désencombrement, lutte contre les nuisibles, conciergerie, services inclusifs sur le quartier, veille technique et sociale, écomédiation, surentretien, médiation, agriculture urbaine. Le but vraiment, c'est de se mettre ensemble autour de la table pour se dire de quoi le quartier a besoin. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important d'avoir les collectivités et les bailleurs dans les gouvernances des régies, parce que l'idée, c'est de faire de la régie un outil de cogestion. On se met d'accord pour savoir ce qui est utile. Et le but, c'est pas de maximiser de la plus-value et de faire absolument de l'argent pour faire de l'argent, parce que sinon c'est soit les taxes, soit les charges locatives qui payent. Le but, c'est d'apporter des services à juste prix pour le quartier, quoi. En termes d'illustration, du coup, je vous ai pris quatre illustrations. J'en ai une autre en tête que je pourrais aborder. Mais je vous en ai pris 4 qui ont été valorisées dans la rue, puisque c'est que des situations qui ont été cofinancées par la rue au titre de la gestion de proximité. Donc, par exemple, on a l'épicerie solidaire de la régie de quartier d'Angoulême. Où là, l'idée, c'était de dire, voilà, on a ce besoin pour requalifier le quartier, on manque de points de vente, on manque de la diversité. L'idée, c'est de diversifier les fonctions du quartier. Et ce qui est intéressant sur ce projet d'épicerie de solidaire de la régie de quartier d'Angoulême, c'est qu'on est parti à la base sur une thématique d'alimentation solidaire. Et on se retrouve avec une régie qui a beaucoup investi le champ de la santé des femmes. Parce qu'en fait, ils ont commencé à faire du zéro déchet, à faire des protections hygiéniques en réemploi. Et ils ont commencé par des masques, puis pendant la crise du Covid, puis des protections périodiques lavables. Puis ils ont commencé à parler de précarité menstruelle. Puis ils ont commencé à parler de sexualité. Et en fait, ils se sont retrouvés à parler d'enjeux super vastes de santé familiale, et de santé sexuelle et familiale. Et du coup, ça montre comment, en allant d'un fil à l'autre, à partir du moment où on va sur des sujets peu couverts, on peut répondre à des besoins variés, quoi. Un autre exemple qui n'a rien à voir à La Rochelle, là l'idée c'est qu'il y avait un espace qui manquait, qui n'était pas utilisé, et il y a eu un projet qui s'appelle Dune Fertile, financé dans le cadre de la démarche quartier fertile de l'ANRU, pour faire une micro-ferme urbaine en plein milieu du quartier Villeneuve-les-Salines. Et donc là, l'idée, c'est en fait, ce qui est intéressant pour la régie, c'est que ça permet d'avoir un support d'insertion qui soit un peu varié. Donc ça permet d'avoir des choses un peu différentes par rapport aux classiques que sont les métiers les plus courants, qui étaient d'opérateurs de quartier, étant le nettoyage, les espaces verts, les encombrants, quoi. Donc, et en termes de visibilité, de sensibilisation sur l'alimentation durable, c'est quelque chose qui a un intérêt pour le quartier également. Un autre exemple, ça va être à Grenoble avec la machinerie qui est un tiers-lieu dans lequel on retrouve de la médiation numérique, un Fab Lab, une bricothèque, une ressourcerie et qui est un lieu de vie vraiment en plein milieu du quartier de la Villeneuve, village olympique. Et qui est assez bien desservi en plus. Donc, ils se retrouvent ils sont assez étonnés de voir un public du centre-ville de Grenoble qui vient jusqu'au quartier de la Villeneuve, village olympique, pour profiter des services, parce que la bricothèque est particulièrement connue, tout ce qui est lié à la médiation numérique fonctionne assez bien.
Et donc là, on a dans le cadre du programme de rénovation urbaine un lieu qui a été lancé et qui répond encore une fois à des sujets assez variés. Et ce que nous disait, je ne sais plus quelle interlocutrice de l'ANRU, mais ce qui est intéressant avec la régie de quartier, c'est que vous allez potentiellement réussir à tenir des commerces ou des lieux que le privé n'arriverait pas à tenir parce qu'il n'y a pas les mêmes modèles économiques, parce qu'il n'y a pas la même implication, enfin la même surface d'activité. Donc c'est ça qui les intéresse avec les régies. Un exemple de ça, c'est le pressing solidaire à la régie de Mulhouse-Lille, où pareil, ça a permis pour le quartier d'avoir un commerce qui tienne sur le temps long, et avec une blanchisserie qui a des tarifs préférentiels et solidaires pour les personnes plus en difficulté. Donc ça, c'est quatre... j'en avais d'autres. J'avais oublié que j'avais d'autres exemples. Donc là, les autres exemples, ils sont pas dans le cadre de la... Enfin, je ne sais pas à quel point... Il ne me semble pas qu'ils soient cofinancés par la rénovation urbaine, mais je sais que c'est des activités qui, en tout cas pas à Stein, mais sur d'autres régies, qui sont intervenues dans le cadre de programmes de rénovation urbaine. Donc il y a... je vous prends l'exemple de Stein parce qu'ils ont ces deux activités qui sont assez peu connues, mais assez intéressantes, mais... qui sont par exemple tout ce qui est vélo médiation, réparation de vélo, vélo école. Donc le but, c'est de développer les mobilités inclusives. Parfois, souvent, il y a beaucoup de régies qui se lancent dans ça à destination d'abord des salariés, en voyant que ça prend bien l'ouvre aux habitants. Et puis sur les punaises de lit, pourquoi c'est intéressant la rénovation urbaine? Parce que en fait, on se rend parfois compte que sur un quartier, tant qu'on n'a pas réglé l'urgence du quotidien, qui rend les relations explosives entre les habitants et le bailleur, ou entre les habitants et la collectivité, et la mairie, ou les habitants et les institutionnels en tout cas, c'est difficile d'avancer dans dans les réunions publiques, dans les rencontres. Donc il y a un enjeu quand même de pouvoir répondre aux urgences prioritaires des habitants. Et les punaises de lit, si vous connaissez un peu le sujet, c'est quelque chose qui pourrit vraiment le quotidien, le jour et la nuit, quoi. Dernier exemple, peut-être, ouais, c'est ça, avec la régie de quartier de Nevers, donc là où on est plus dans un département plus rural, mais où là on voit qu'ils ont développé assez vite d'un service à l'autre. Ils sont partis d'une épicerie sociale. En fait, non, pardon, ils ont commencé avec, ils avaient des encombrants. Le mobilier qu'ils récupéraient leur a encouragé à ouvrir une boutique solidaire, puis ils se sont rendus compte que ça marchait bien d'avoir cette implantation. Ils ont ouvert un garage solidaire, de la réparation de vélos, ils ont une épicerie sociale, et du coup, les supports d'activité et les services aux habitants sont super variés. Donc, c'est aussi intéressant pour les salariés en termes de travail qu'en termes d'utilité pour le quartier, quoi. Donc pour résumer, dans les régions, on retrouve une grande variété de services, d'activités. On a un ancrage quand même souvent sur plusieurs décennies. Enfin, le but, c'est de labourer le terrain, hein. Et l'idée, c'est d'avoir une cogestion des territoires prioritaires par les différents partenaires du coin. Ça reste un levier d'emploi et d'insertion. Et les modalités de contractualisation sont très nombreuses, hein, du marché public, convention d'abattement de TFPB, de bon de commande, subvention. Donc, c'est pas difficile de tester des choses. J'ai mis les références des guides et la carte que vous aurez sur cette présentation. Donc, voilà pour moi. J'espère que je n'ai pas fait trop long. Merci beaucoup, Régis. Merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Ouais, au-delà voilà, de la régie, il y a plein de choses derrière, donc c'est super intéressant. Je sais pas, je vois qu'il y a un certain nombre de facilitateurs. Je sais pas si voilà, c'est des choses qui vous étaient connues, si vous les voilà, vous pratiquez dans le cadre de la GUSP, vous faites appel à des régies de quartier. En tout cas, là, c'est vraiment un beau levier. N'hésitez pas. Donc c'est vrai qu'il y a le levier de cette taxe cet abattement sur la taxe foncière. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est pas toujours connu et voilà, pour avoir l'abattement, il faut en face mettre des actions. Donc là, c'est vrai que ça peut être une belle occasion pour un bailleur de faire appel à une régie de quartier pour
améliorer la vie des habitants et attendre, comme vous le disiez, Régis, qu'il y ait plus de dégradation, qui reviennent plus cher que de rénovation, en fait. Donc, je suppose que vous travaillez beaucoup avec la ORIF, hein. C'est un partenaire. Moi? Nous? Oui. Le mouvement, ouais, parce que là. Oui. Alors, on a une régionalisation très inégale encore, hein. Il y a des régions où on a des délégués régionaux, mais en Île-de-France, c'est là où il y a on n'a pas un seul référent régional, mais oui, il y a déjà eu des discussions avec la ORIF où on a des enjeux communs, hein, ça c'est sûr. Donc la ORIF, qui est la fédération professionnelle qui regroupe les bailleurs sociaux. Je vois qu'il y a une main de Pascal Viau. Ah, Pascal, excuse-moi, Oui. je n'avais pas vu. Alors, nous commençons seulement à travailler sur un projet en rue. Nous ne travaillons pas avec la régie de quartier, pas encore. Il y a aussi des questions politiques. Alors là, quel est le rôle de la GUSP et quel est le rôle des bailleurs? Je veux dire, qui va prendre l'initiative de faire intervenir une régie de quartier? C'est davantage le bailleur qui va le solliciter, ou la personne en charge de la GUSP également et au même titre? Vous voulez dire pour une création de régie ou pour Non, pour une régie, pour l'intervention d'une régie existante. Pour Pour l'intervention, n'importe qui, hein. C'est ça, le truc le moins engageant, c'est vraiment un devis, bon de commande. Enfin, c'est comme un prestataire privé, hein. Donc, dans certains cas, la régie, elle est sollicitée sans même que le client, dans ce cas-là, ne soit au courant que c'est de l'insertion. Donc, quand c'est peu ambitieux, entre guillemets, n'importe qui peut demander à la régie un devis. Et puis sinon, quand c'est dans une logique de sourcing, là, ça peut venir de n'importe qui, en fait, qui est co-signataire ça peut venir du bailleur, ça peut venir de la collectivité. En général, par exemple, quand c'est dans le cas de l'abattement de TFPB, en fait, les lignes d'utilisation, elles ont été co-signées par tous les partenaires. Tout le monde est co-signataire le bailleur, la collectivité, l'État, ils sont co-signataires de la convention d'utilisation d'abattement de TFPB. C'est pareil pour les conventions de GUP, quand il y en a. En fait, l'enjeu, c'est plutôt de savoir, est-ce qu'il y a une convention de GUP, est-ce qu'il y a une convention de gestion qui est annexée au programme de rénovation urbaine ou pas, parce qu'il y a des endroits où les partenaires locaux ont très bien vu l'intérêt et d'autres pas. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qui est co-signataire c'est les co-signataires du programme de rénovation urbaine. Et là, en général, on retrouve et l'ANRU et la collectivité et le bailleur et les services de l'État. Après, voilà, c'est pas des choses qui sont fixées dans le marbre. Il y a souvent des avenants, des choses qui peuvent être vues. Mais sur n'importe qui peut poser ces discussions. Comme je vous avais montré, dans 44% des cas des marchés, c'est les bailleurs sociaux qui les portent. Dans 36% des cas, c'est les collectivités. Et le reste, c'est entreprises, associations, particuliers. Mais nous, il n'y a pas d'ordre de priorité, quoi. C'est plutôt qui est le plus pertinent, qui est le meilleur maître d'ouvrage. Mais c'est un enjeu, hein, ça, le maître d'ouvrage, parce qu'en général, c'est plutôt la collectivité qui a plus de souplesse sur tout ce qui est rénovation urbaine. Enfin, et donc, c'est un peu l'enjeu, c'est que autant sur la rénovation urbaine, parc social, la collectivité, elle est rodée. Autant, par exemple, la rénovation urbaine privée, ils n'ont pas du tout la culture de l'insertion. Comme l'ANRU, elle va conditionner son cofinancement au respect de l'insertion. Alors que l'ANA ne conditionne pas son financement à ce qui est de l'insertion. C'est pour ça que l'ANA est venue nous chercher, parce qu'ils aimeraient développer l'insertion dans la rénovation privée. Mais en fait, on part de très loin en termes de culture professionnelle et d'ordre de prix. Ouais. En vrai, c'est peut-être pas votre sujet, hein, mais sur la rénovation en habitat privé, c'est un peu comme les années 90-80 pour la rénovation urbaine dans le parc social. Ben nous, indirectement, voilà, il y a l'EPF qui travaille sur ces fameux marchés hors code de propriété dégradée. Donc, ça peut être un levier, effectivement, voilà, parce qu'ils sont ils sont très demandeurs au niveau de la prise en compte des établissements. Alors, l'EPF, c'est établissement public foncier, donc il y a
voilà, des directions régionales et donc en Île-de-France, c'est vrai qu'ils sont particulièrement voilà, vigilants pour prendre en compte les considérations sociales dans ces marchés hors code. Donc voilà, en l'occurrence, voilà, ils sont des marchés régionaux, ils nous sollicitent régulièrement. Donc effectivement, là, il y a peut-être quelque chose à faire niveau peut-être marché réservé ou marché d'insertion, plus exactement, comme vous le disiez, dans le cadre de leur code, de ces copropriétés dégradées. Par contre, là, pour la GUSP, effectivement, donc là, c'est au facilitateur de voir avec le donneur d'ordre si, il y a voilà, une annexe dans le marché, concernant la GUSP, si je comprends bien. Comment? Là, je dis c'est au facilitateur, en fait, quand il suit un marché, de l'ANRU, de s'assurer de voir si, avec le donneur d'ordre, s'il y a une annexe concernant la GUSP. Ouais, tout à fait. Moi, je connais assez mal votre métier de facilitateur, mais moi, j'imagine que ce qui serait intéressant, c'est d'être associé à toutes les discussions autour des conventions, en fait, des Ouais, ouais, conventions ouais. d'équipe, des conventions de gestion, des conventions de PRU, de savoir si, bah voilà, qui est sensible et qui porte, qui va mettre en œuvre, qui va mettre en œuvre Ouais. c'est les exigences qui sont mises, enfin, et même qui pousse ces sujets. Parce que souvent, il y en a, quand personne ne pousse, il y en a au moins un. C'est toujours l'intérêt, soit d'un bailleur, soit des services de l'État, soit de la collectivité, de pousser ces enjeux de gestion. Parce qu'il y en a toujours un des trois qui pêche pour les autres quand le sujet n'est pas instruit. Aïcha, vous souhaitiez intervenir? Oui, alors donc je suis chargée de mission clause sociale pour Bourges Plus et pour la ville et le CCAS, donc de façon regroupée. Et c'est vrai que du coup, concernant le NPNRU, on n'est pas forcément au courant de toutes ces conventions. Et c'est vrai que récemment, on a fait un point avec les politiques de la ville pour avoir les conventions, même si je sais que c'est très volumineux. Enfin voilà, donc Ouais. pour avoir les tenants et aboutissants dans notre démarche qui est le calibrage des heures d'insertion ou voire des engagements sociaux, puisque nous on parle pour Bourges Plus et la ville de Bourges et le CCAS de considération sociale plus globalement que de clauses sociales, donc comprenant dedans les heures d'insertion et les engagements sociaux. Voilà. Je bataille un peu pour avoir cette convention et pour comprendre, pour pouvoir moi mieux calibrer et mieux comprendre, puisque nous on intervient, je fais partie de la direction de la commande publique et donc on intervient en amont lorsque c'est en état de projet et on participe à ces réunions voilà, en amont pour calibrer. Et je voulais participer à ce webinaire parce qu'on a réussi à mettre sur de la prestation, enfin, sur un marché à maîtrise d'œuvre, des heures d'insertion. Je voulais, voilà. On n'a pas bien compris, enfin en tout cas moi j'ai pas bien compris, excusez-moi. Je disais que je voulais participer à ce webinaire car pour la première fois, on a réussi à mettre des heures d'insertion dans le cadre du NPNRU, des heures d'insertion. Voilà. C'est sur la création d'un pôle de social et d'animation dans un quartier QPV. Alors, si vous cherchez les conventions ANRU, enfin voilà, pour avoir fait moi des recherches, si vous allez sur le site de l'ANRU, dans la partie ANRUScope, en fait, vous pouvez avoir accès à toutes les conventions signées. C'est très volumineux parce que voilà, les conventions sont aussi très denses. En tout cas, vous pouvez filtrer par région et peut-être que vous pouvez retrouver des conventions par rapport à votre région. Je vous le La dis, parce personne que oui, la personne de la politique de la ville va me les envoyer. Hein. OK. Faut juste que je relance, mais effectivement, ces conventions, on s'était questionné avec ma direction sur les 5%. Est-ce que c'est exigé dans le cadre des marchés à maîtrise d'œuvre, puisque en fait, comme on développe tout juste et que c'est compliqué, voilà. c'est Donc minimum, parfois c'est pas. 5%.
Et c'est intéressant, enfin, vous parlez de maîtrise d'œuvre. C'est intéressant dans le cadre de la diversification des métiers d'inclure cette partie. Parce que assistance à maîtrise d'œuvre, il y a d'autres métiers, il y a des métiers d'assistanat et des métiers transverses. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de ne pas se cantonner à la construction même, mais d'inclure ça. Et nous, on l'a fait là sur le projet LPNRU. D'accord, parce qu'en fait, moi, je suis issue de Clermont-Auvergne Métropole, donc j'étais facilitatrice durant 1 an, Oui. où là-bas, ils maîtrisent un peu plus et on avait un peu plus de marché à maîtrise d'œuvre. Et ici, sur Bourges Plus, je suis arrivée au 1er août. C'est le tout premier, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Et on se questionne quant à la réalisation de ces heures-là. Et moi, je les rassure en leur disant qu'effectivement, il y a des métiers transverses. Et pour l'histoire, sur Clermont-Auvergne Métropole, donc actuellement pour le projet du pôle d'animation, de social et d'animation, c'est un concours. Et j'ai eu aussi un marché, c'est aussi un concours, c'était la réalisation d'une salle des fêtes et des familles sur Clermont. Et On ne vous entend pas très bien. ah, Oui, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. oui, là, ça semble. Ah, et donc je vous disais, il s'agit d'un concours pour le projet actuel sur le pôle d'animation et social. Et sur Clermont-Auvergne Métropole, j'avais un marché c'était un concours aussi, sur la réalisation d'une salle des fêtes et des familles. Et le cabinet étant récent et ils avaient gagné l'appel d'offres. Donc, ils ne pouvaient pas recruter sur le métier propre d'architecte, mais ils recherchaient une personne pour faire leur site internet, chose qui est très importante. Donc, ils ont recruté un web designer. C'est super. Merci beaucoup. Oui. Et Ça- puis, ça- c'est ça nous- important parce qu'ils s'en défendent un petit peu. Hein, quand on met, on ne trouvera pas de compétences. Ben si, on trouve des compétences et dans tous les métiers. Et ça peut être aussi l'occasion de prendre de l'alternance, enfin de l'apprentissage. Alors, Et je trouve l'alternance dans l'architecture, c'est pas encore Non. ça, puisque Non, c'est nous, vrai. mais ça va venir puisqu'on, C'est vrai. dans le cadre de notre sourcing, on allait faire une convention avec une école d'architectes. Évidemment, comme on impose des heures d'insertion, il faut aussi qu'on trouve des profils. Et donc, on les rassure à ce niveau-là. Et aussi comprendre en fait ce métier, et pas que celui-ci, hein, tous les autres, hein, où il y a une particularité, c'est 4 ans, et puis pour arriver à une certaine mission, il y a 1 an de plus. Tout ça, il faut le comprendre et pour trouver les bons profils. Donc voilà, donc il y a aussi voilà, il y a aussi ce questionnement lorsqu'on on met des heures d'insertion sur mais comment on va y répondre. Enfin, pour précision, toujours pour revenir à l'architecture, il y a beaucoup de jeunes diplômés, demandeurs d'emploi. Hein. Un architecte qui sort de l'école, bon, il est diplômé, il a moins de 26 ans, mais s'il est demandeur d'emploi de plus de 6 mois, il peut entrer dans le cadre Tout de à fait. Ça nous fait la transition. Je vois que Raphaël veut prendre la parole en plus. Donc ça tombe bien, Raphaël et Ophélie. Donc ça nous fait la transition avec le deuxième sujet, effectivement, sur la prise en compte des considérations sociales dans les marchés de prestations intellectuelles de l'ANRU. Mais merci beaucoup, Régis, hein, c'était très intéressant. Donc on pourra transmettre votre support aux participants. Et donc, je vais laisser la parole à Raphaël et Ophélie. Et je crois que Raphaël, vous aviez levé la main. Le micro. Oui, effectivement. Hein. Donc, c'était pour agir sur l'aspect volumineux des conventions NPNRU pluriannuelles locales. Alors, je peux rassurer les facilitateurs et les régies de quartier. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Ce qui est important de lire, c'est l'article 7.2
qui est consacré au pilotage et ça permet de savoir à qui s'adresser sur les problématiques du volet social de ces conventions. Et puis l'article 8.2, donc en gros, il y a juste l'article 7.2 et l'article 8.2 de ces conventions qui, quelque part, nous intéressent. Et l'article 8.2, lui, est consacré aux objectifs d'insertion. Donc en général, ça commence d'abord par les objectifs qualitatifs, avec en général un tableau qui présente les objectifs d'heures d'insertion par pouvoir adjudicateur concerné par l'opération NPNRU. Et puis, en général, il y a un deuxième volet qui est consacré aux objectifs qualitatifs. Et là, si j'ai un regard à porter sur ces… alors, j'en ai lu 3 conventions, donc je n'ai pas lu toutes les conventions. Je confirme qu'elles sont disponibles sur le site de l'ANRU. On peut aller les chercher, c'est assez simple. Mais en général, sur le volet qualitatif, on a l'impression que les gens se lâchent et se mettent à peu près tous les objectifs possibles et inimaginables. Donc, il y a des choses sur la création d'entreprises, il y a des choses sur l'égalité homme-femme avec des objectifs parfois bien plus que réalisables. Donc, moi, j'appelle toujours à modérer sur l'aspect qualitatif au moment des… Alors, c'est bien d'être ambitieux, mais il faut être réaliste aussi. Et on le sait que sur les marchés en rue, quand même, le gros des achats, ça va être du BTP, du VRD. Donc, il faut rester cohérent avec la nature de ce qu'on achète. Et ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres marchés. Je vais essayer de partager un petit document pour enchaîner, du coup. À part s'il y a des questions, il y a peut-être Lurti qui voudrait intervenir. Oui, merci. Oui, non, c'est simplement aussi pour rappeler que sur le volet qualitatif, etc., enfin là, on parle beaucoup de l'accompagnement du facilitateur avec les donneurs d'ordre. Pas perdre de vue en préalable que c'est d'abord le contact avec l'ensemble de l'écosystème insertion locale, ses besoins, ses difficultés, ses capacités de ressources, etc., qu'on peut affiner justement les choses sur ce qui est réalisable ou pas dans le cadre d'un territoire, et avec l'idée d'essayer de structurer aussi ces relations avec les chargés de mission en rue sur les programmations d'opérations, puisque là, on a quand même la possibilité d'avoir une visibilité à quelques années, et avec justement l'écosystème insertion locale pour être un peu dans la prospective justement des opérations qui vont se dérouler sur les territoires et s'assurer avec l'écosystème insertion locale de ses besoins et de ses capacités à y répondre. Et là, ça évite d'être dans quelque chose peut-être de trop ambitieux ou de trop large sur les volets qualitatifs. Et ça permet d'éviter aussi de réduire l'écosystème insertion territoriale comme une seule vocation de prescripteur, sans s'être assuré non plus des types de profils avec lesquels ils travaillent, des actions de découverte métier, de préqualif, de sensibilisation, etc., qui peut s'opérer sur les territoires, et d'être plutôt dans l'anticipation de l'arrivée des opérations pour construire du projet de territoire à partir des projets liés à la rénovation urbaine, plutôt que d'attendre simplement l'arrivée des opérations, définir des fiches de poste avec les entreprises et s'efforcer de sourcer des candidats qui, sur certains territoires très impactés par les grands marchés structurants et la rénovation urbaine, ont des viviers qui deviennent de plus en plus, comment dire, épuisés en termes de candidats disponibles, ou qui peuvent conduire à travailler avec une seule catégorie d'acteurs qui sont très souvent les ETTI. Non, effectivement, on le sait, l'insertion et l'environnement, ça reste encore la dernière préoccupation des services achats, même si de plus en plus, avec la loi, on voit bien que cette préoccupation devient de plus en plus primordiale et importante. Mais c'est vrai que sur les conventions passées il y a quelques années, on voit bien que ça a été pensé sans associer les acteurs au moment de la rédaction. Et donc après, on passe son temps à chercher effectivement des opérateurs en mesure de réaliser les objectifs auxquels ils n'ont pas été associés. Donc c'est toujours délicat. Donc c'est vrai que pour ceux qui auraient des opérations NPNRU à venir, associer dès la rédaction de la convention les opérateurs de l'insertion de manière très large à la définition des objectifs qualitatifs, et c'est s'assurer derrière qu'on aura des opérateurs pour les mettre en œuvre. Voilà.
On m'a demandé donc du coup d'intervenir sur achat socialement responsable et marché de prestations intellectuelles, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément les segments d'achat les plus évidents pour supporter de l'insertion. Alors, un petit mot peut-être sur la Maison de l'Emploi au préalable. Donc, on fait de l'achat socialement responsable depuis 2008. On accompagne aujourd'hui une trentaine de pouvoirs adjudicateurs avec des acheteurs privés et publics. On accompagne par exemple l'aéroport de La Réunion, on accompagne le CHU, la région Réunion, 2 EPCI, une dizaine de communes, le service infrastructure de la Défense, la direction du commissariat, bon, après, je ne vais pas tous les citer, une trentaine de pouvoirs adjudicateurs aujourd'hui. Et on accompagne également 3 opérations NPNRU. Il y en a 6 sur l'île en cours. Alors, on a pris ces opérations en rue en cours de réalisation. Donc, effectivement, sur les marchés de prestations intellectuelles, on aurait pu faire beaucoup mieux, je pense, si on était arrivé plus en amont dans l'accompagnement de ces opérations. On fait donc de la prestation intellectuelle depuis un peu plus de 10 ans dans les marchés. Très tôt, on a eu une demande de nos élus. Donc, on en fait pour répondre d'abord à une demande politique. Alors, la Réunion, c'est officiellement 17% de taux de chômage, avec effectivement énormément de jeunes diplômés sur le territoire qui ont du mal à trouver un premier emploi. Et donc ça a été une vraie demande de nos élus il y a une dizaine d'années déjà de closer les marchés de prestations intellectuelles pour offrir une première expérience professionnelle à ces jeunes diplômés qui ne trouvaient pas de solution. C'est aussi un bon moyen de diversifier les bénéficiaires de l'achat socialement responsable. Ça, c'est une forte demande de nos élus, mais également de l'ANRU, puisque c'est vrai que quand on close beaucoup de BTP, du VRD, on a souvent un public masculin en termes de statistiques. Et donc, le fait effectivement d'étendre et de diversifier les segments d'achat sur lesquels on va porter l'effort d'insertion permet également de diversifier les publics. Et puis, c'est également une forme d'équité de l'acheteur vis-à-vis des différents secteurs d'activité que de closer autant la prestation intellectuelle que le BTP. L'idée, c'est que l'effort d'insertion, on le demande à tous les secteurs d'activité. Et donc, c'était effectivement la volonté, c'était également encourager l'ensemble des secteurs d'activité à supporter cet effort d'insertion. Il n'y a pas que le BTP qui a à supporter l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc là, il y avait également une demande politique à ce qui est cet effort qui soit porté sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc ça a été quand même pour nous le déclencheur de ces premières clauses dans les marchés de prestations intellectuelles. Et alors, dès le départ, on s'est dit que l'important, c'était de le faire tout d'abord en concertation avec les syndicats professionnels de ce segment d'achat. Et donc, avant d'inscrire la première clause dans les marchés de prestations intellectuelles, on a rencontré le Syntec, donc le syndicat des cabinets d'études, pour faire simple, et l'ordre des architectes. On allait les rencontrer, on leur a expliqué le projet, on leur a expliqué la volonté politique et on les a écoutés aussi beaucoup sur notamment leurs contraintes spécifiques. Quand on close un marché dans le BTP ou dans une prestation de propreté, de nettoyage, l'entreprise n'est pas obligée d'aménager un espace de son local pour accueillir une ressource humaine supplémentaire. La personne en insertion sur un marché de BTP, il va travailler sur le chantier. Dans le nettoyage, il va travailler dans les locaux à nettoyer. Or, pour un cabinet d'études ou pour un cabinet d'architecte, la personne qu'on va accueillir, on va l'accueillir dans le cabinet et donc dans les locaux. Et des fois, on n'a pas la place d'accueillir une ressource supplémentaire. Donc ça a été déjà une première contrainte à laquelle il a fallu essayer de trouver des solutions. Deuxième contrainte également qui nous ont fait remonter, c'est pour par exemple les architectes, la nécessité d'acheter un logiciel spécifique, donc une licence supplémentaire
parce qu'on va avoir besoin effectivement d'un ordinateur avec un diplômé pour utiliser un logiciel spécifique. Et là, il y avait un coût non négligeable supplémentaire. Mais ça nous a quand même permis d'étudier et de trouver des pistes sur lesquelles on pouvait quand même avoir cette insertion. Et puis, dans un deuxième temps, on a également élargi le champ des prescripteurs. Ça a été déterminant également, hein, parce que travailler avec l'APEC, travailler avec l'Université de La Réunion, avec l'IUT, avec des organismes de formation adaptés pour anticiper ces besoins en main-d'œuvre et être en mesure de fournir des personnes éligibles à l'entreprise au moment où l'entreprise nous le demande. Donc ça a été également un travail qu'on a conduit avec les prescripteurs différents des prescripteurs classiques. France Travail, on continue de travailler avec eux quand même sur la prestation intellectuelle, mais on a élargi en fait le champ des prescripteurs pour se garantir effectivement de pouvoir trouver la compétence en fonction du marché de prestations intellectuelles qu'on closait. Donc il y a effectivement ces deux dimensions qu'on a travaillé en amont. La dimension concertation avec le secteur d'activité pour co-construire avec eux ces clauses d'insertion et qu'elles soient mieux acceptées au moment où elles arrivent dans les appels d'offres, et également travailler avec les prescripteurs de public qui ne sont pas forcément les prescripteurs classiques, pour voir avec eux quel était le champ des possibles, quelles étaient les formations qui existaient au niveau de l'université, par exemple, et comment on pouvait les faire matcher avec les besoins qu'on avait localement en termes d'achat. Et puis, il y a un point également, c'est qu'il est important sur certains marchés également de désacraliser les marchés de prestations intellectuelles. On a des marchés de prestations intellectuelles où on peut trouver du public éligible qui n'est pas forcément formé. Et je pense à tout ce qui va être consultation publique, travail d'enquête, qu'on retrouve beaucoup dans les opérations NPNRU. Solliciter l'avis de la population locale. Et donc là, sur du travail d'enquête, on peut très bien trouver des habitants du quartier qui en plus ont la capacité d'être connus sur le quartier, donc ça facilite énormément le travail d'enquête. Donc c'est aussi de se dire que la prestation intellectuelle, ce n'est pas forcément que de l'architecture avec un public éligible à Bac plus 12. On peut avoir également de la prestation intellectuelle qui est complètement accessible à du public classique éligible qu'on a sur d'autres segments d'achat. Donc ça aussi, c'est important de bien regarder qu'est-ce qui est acheté et quelles sont les possibilités. Du coup, quand on a fait ce travail avec l'Ordre des architectes et le Syntec, donc on a closé les marchés en tenant compte des contraintes spécifiques au secteur. Et donc du coup, quand on close, nous, des marchés de prestations intellectuelles, on est toujours plus modeste que ce qu'on serait sur d'autres marchés en termes d'heures, en termes de quantitatif. On utilise également, donc pour faciliter la mise en œuvre, ce qu'on appelle nous la clause de stage. Donc en gros, on ne demande pas à l'entreprise qu'elle embauche la personne, mais qu'elle l'accueille en tant que stagiaire. Et ça, on le fait de manière à peu près systématique si le volume d'heures généré par la clause sociale d'insertion est inférieur à 70 heures. Et là, pareil, on a élargi le public. En fait, on s'est calé sur une clause qui existait au préalable, c'est la clause de formation sous statut scolaire, qui s'adressait aux jeunes décrocheurs scolaires. Et du coup, alors la difficulté avec les jeunes décrocheurs scolaires, c'est que c'était un public très volatile. La veille, il vous dit oui, et puis le lendemain, quand il faut aller travailler, il n'est plus là et il dit non. Donc, on a élargi le public pour garantir quand même à l'entreprise un public éligible bénéficiaire. Et donc, on l'a élargi aux périodes d'immersion professionnelle, au PMSMP, aux jeunes de la mission locale, aux personnes en ACI, toutes les personnes qui pouvaient répondre à de la clause de stage. Autre chose importante également pour les cabinets d'études, c'est la difficulté d'accueillir sur des volumes d'heures peu importants. Et donc là, l'idée, ça a été d'effectuer une mutualisation des heures d'insertion. Donc, soit avec un même pouvoir adjudicateur,
qui passent plusieurs marchés avec une même entreprise de prestations intellectuelles, soit avec différents pouvoirs adjudicateurs, sous réserve effectivement que les pouvoirs adjudicateurs en soient d'accord. Et là, ça permet à l'entreprise, plutôt qu'embaucher une personne sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh ben, d'essayer d'avoir une embauche sur du plus long terme, ce qui pour un cabinet d'études est plus intéressant parce qu'il y a quand même un effort de formation de cette personne nouvellement embauchée, et donc on préfère garder la personne plus longtemps. Pour eux, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, ça a été une demande très forte, alors pour ne pas le cacher, d'Artelia à l'époque, qui est un cabinet d'études qui est très présent en zone océan Indien. Et donc, du coup, là aussi, ça a été de faciliter la mise en œuvre en favorisant la mutualisation des heures de différents marchés d'un même attributaire. Et puis, l'idée, c'est aussi de faire du sur-mesure. Alors, ça prend plus de temps qu'une clause d'insertion dans un marché de BTP. Mais c'est, quand je dis faire du sur-mesure en proposant des solutions adaptées, c'est d'essayer de lever les contraintes qui nous avaient été remontées par l'Ordre des architectes et le syndicat Syntec. Alors, je vais prendre des exemples très concrets. On a eu plusieurs marchés, nous, de prestations intellectuelles. On a eu un concours d'architecture pour la construction d'un bâtiment de l'État qui devait regrouper, donc à l'époque, il y avait la direction de la jeunesse et la direction du travail. Et donc là, c'est un jeune étudiant en sociologie, en licence, qui a été recruté pour faire une enquête terrain auprès des habitants pour estimer l'impact de la nouvelle construction sur le quartier. Donc là, il n'y avait pas cette problématique effectivement d'accueillir le jeune dans les locaux. Il était sur le terrain pour une enquête sociologique de terrain et qui venait nourrir un petit peu le travail de l'architecte dans l'implantation de sa nouvelle construction sur le quartier. On a eu également le travail fait par un autre étudiant. Alors, lui, c'était un étudiant en infographie. On a eu la mise en place d'un téléphérique. Et donc, il a contribué à réaliser tous les montages photos qui permettaient d'incruster le téléphérique dans de la photographie au moment de la conception de ce téléphérique. Donc l'idée, elle est là, c'est de se dire, ça ne va pas forcément être un architecte qu'on va embaucher, ça va peut-être être une autre fonction, mais qui va venir nourrir le projet, enfin, l'achat de prestations de biens ou de services passé par le pouvoir adjudicateur. Peut-être, Ophélie, tu veux nous dire un mot sur le Oui. concret? Oui, peut-être aussi un autre exemple, c'est donc un bailleur social à La Réunion, la SIDR, qui a inséré une clause sociale d'insertion dans deux opérations de prestation actuelles qui étaient donc des opérations de maîtrise d'œuvre. Donc Salangan qui était sur le NPNRU Saint-André et Vauban de Saucès qui était sur l'opération NPNRU Saint-Denis, donc Prunelle. Donc ça a généré 1015 heures pour Salangan et 2135 heures pour Vauban 216. Et il y a eu 5 bénéficiaires, donc 4 femmes. Donc ça permet aussi d'élargir et de faire bénéficier de la clause sociale aux femmes, ce qui est parfois compliqué dans les métiers classiques du BTP. Et aussi, on peut noter que pour ces opérations, la SIDR a permis à un de ses attributaires qui était un bureau d'études, Empreinte, de mutualiser les heures qu'il avait tant sur Salangan que sur Vauban 216, ce qui a permis de faire 3 recrutements en parcours long avec des métiers spécifiques comme assistant technique, secrétaire ou assistante administratif. Donc, c'est quand même des emplois qui sont un peu qualifiés. Donc voilà, donc c'est possible. Ça a été fait en tout cas sur ces 2 opérations et voilà. Merci. Voilà un petit peu. Alors, du coup,
aujourd'hui, nous, on n'a pas vraiment de contraintes à closer ces marchés de prestations intellectuelles. Le vrai secret, effectivement, c'est de systématiquement entretenir le dialogue avec les représentants des entreprises de ce secteur. Parce que c'est vraiment la clé du succès. À partir du moment où on les associe à ce qu'on va inscrire en termes de considération sociale dans ces marchés-là, on a une bien meilleure écoute au moment de la mise en œuvre. Et en tout cas, une mise en œuvre qui se passe, pour notre cas ici localement, jusqu'à présent sans accroître. Alors, on a peut-être la chance également d'avoir, enfin la chance ou la malchance, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'est vrai qu'avec 17% de taux de chômage localement, on n'est jamais à court de profils à proposer aux entreprises attributaires. Merci beaucoup, Raphaël. Moi, j'avais une question, c'était sur les étudiants. Là, vous avez cité 2 reprises l'embauche d'étudiants. Donc ça, c'est dans le cadre du partenariat avec l'université, j'imagine, et l'UT. Mais alors, ils avaient quel profil? C'est des étudiants c'est dans le cadre d'un stage, d'un contrat? Et si c'est dans le cadre d'un contrat, quel titre ils étaient éligibles? C'était parce que... Alors, en fait, on travaille avec l'université sur ils ont un service d'orientation de leurs étudiants qui sont en fin de cursus. Et donc, on travaille avec eux, c'est eux qui nous orientent les profils. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille énormément en amont de ces marchés-là. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à rédiger les pièces du marché pour le pouvoir adjudicateur, on fait déjà ce travail de sourcing avec nos prescripteurs, que ce soit APEC, Université de la Réunion ou UT, pour anticiper le plus possible les profils à fournir. Et donc, ce travail, il est fait avec l'université. Aujourd'hui, les étudiants ont de plus en plus de périodes de stage, en Master 2 notamment, professionnels, des stages de longue durée, qui peuvent être alors, soit indemnisés, voire même rémunérés. Moi-même, j'ai pris effectivement l'an dernier une stagiaire en Master 2 de droit public, notamment dans le cadre de l'augmentation du nombre de facilitateurs. On a commencé par un stage et on a poursuivi à partir du mois de mars en CDD. En parallèle, elle continuait une partie de ses études parce qu'ils ont de moins en moins de cours sur le second semestre. Et donc après, c'est en bonne intelligence avec l'entreprise qu'il faut pouvoir fonctionner. Non, là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière, en tout cas pour nous, sur l'éligibilité des publics. D'accord, mais donc là, des étudiants, vous les valorisez en fait. Parce que voilà, c'est juste sur les questions d'éligibilité, parce que nous, ça fait débat, hein, notamment au niveau des JOP, il y avait eu un élargissement des publics éligibles, notamment des jeunes diplômés ou des jeunes en alternance. Et donc, c'est quelque chose, en tout cas, sur le territoire francilien, où on ne veut pas trop l'élargir, mais enfin, il vaut mieux anticiper un jeune étudiant qui soit dans une filière où il n'y aurait pas trop de débouchés professionnels et lui faire, enfin, à mon sens, hein, après, ce n'est que mon avis, mais à lui faire acquérir un peu d'expérience professionnelle pendant ses études, au travers d'un stage, que d'attendre qu'il sorte et qu'il se retrouve, pendant 6 mois, demandeur d'emploi. C'est ce que je disais, en fait, l'idée, c'est vraiment de faciliter la mise en œuvre de la clause. Donc, si on se rend compte que c'est plus simple de faire une clause de stage, comme je le disais au préalable, à ce moment-là, on va plutôt s'orienter vers une clause de stage. Si au moment du sourcing auprès des opérateurs, on sait qu'on va avoir une cohorte d'étudiants qui va sortir de Master 2 au moment du démarrage prévisionnel des travaux, du coup, on va plutôt aller sur un contrat de travail. Et c'est pour ça que je dis, sur la prestation intellectuelle, il faut vraiment à chaque fois regarder au cas par cas. Il n'y a pas de grande généralité, c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois, quoi. Après, on a certainement un territoire qui est spécifique en termes de taux de chômage, donc avec effectivement des profils de jeunes diplômés au chômage plus de 6 mois. Donc c'est vrai que ça nous permet de pouvoir en tout cas proposer des publics éligibles de manière assez fréquente aux entreprises attributaires. Merci. Aïcha, vous vouliez
prendre la parole? Oui, je voulais demander à Monsieur Serrier s'il pouvait éventuellement nous envoyer pour nous montrer un peu cette clause de stage. Parce que nous, quand on dit considération sociale, donc on dit dans un premier niveau heure d'insertion, mais des fois c'est trop technique ou c'est trop compliqué. Et dans ces cas-là, on parle d'engagements sociaux. Dans les engagements sociaux, c'est dire aux entreprises de les solliciter à ouvrir leurs portes par le biais de stages, participation à des forums, à du tutorat, et également développer des thématiques, l'égalité homme-femme, la non-discrimination, les publics éloignés de l'emploi et bien d'autres thématiques qu'on pourrait développer. Est-ce que du coup, vous pourriez nous montrer un peu Alors, moi, j'ai aucune difficulté. On pourra effectivement vous partager, si Erika vous fait parvenir mon adresse mail, vous pourrez me solliciter directement. Je peux la mettre également dans le chat, je vais la mettre dans le chat, ce sera plus facile. Mais effectivement, on peut vous partager la façon dont on rédige à la Maison de l'Emploi une clause de stage. Il n'y a pas de difficulté. De toute façon, même je vous dirais non, vous iriez quand même chercher un CCAP de la région Réunion et vous finiriez par trouver une clause de stage. Donc, il y a aucune. Enfin, c'est des documents publics, il n'y a aucun secret de fabrication. Donc, oui, on vous fera parvenir ces clauses de stage. On développe également en ce moment, avec la CGSS, donc la Caisse générale de sécurité sociale, des clauses de santé et de sécurité au travail. Donc ça, c'est des choses nouvelles qu'on va mettre notamment dans les marchés de BTP. On a 13 morts depuis le début de l'année en accident du travail à La Réunion. Donc, c'est des problématiques qui sont fortes et sur lesquelles nos acheteurs veulent renforcer un petit peu leur méthode d'achat. Les statistiques à l'échelle nationale sont guère mieux. Il faudrait vérifier les chiffres, mais je crois qu'on est autour de 800 décès par an en France au travail. Donc, contre 200 morts dans la rue. Donc, c'est plus dangereux de travailler aujourd'hui que de traîner dans le chemin. Donc oui, non, c'est des vraies problématiques. Donc ça, c'est des clauses sur lesquelles on travaille, notamment, alors ça va être des choses très basiques, peut-être être plus exigeant, par exemple, sur le nombre de ratios de salariés formés au montage des échafaudages par nombre de salariés totaux affectés au chantier. Il va y avoir des choses comme ça. Enfin, il y a toute une liste. On en a listé, je ne sais plus, au Ophélie de mémoire, je crois qu'il y a une vingtaine de clauses SST qu'on avait identifiées. Il faut regarder leur faisabilité, il faut regarder effectivement l'aspect juridique. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille, qu'on pourra vous faire partager également dès qu'on aura sécurisé ces clauses de santé et de sécurité au travail. Voilà, et puis effectivement, sur égalité homme-femme, c'est des problématiques également sur lesquelles on essaie de travailler. Sur le BTP, vous avez classiquement l'exigence qu'il y ait une base de vie en mesure d'accueillir également du public féminin. Voilà, ça, c'est facile à inscrire et facile à exiger dans un marché. Voilà, il y a quelque chose qui marche bien également. Alors, c'est plus sur les concessions de services, exiger du concessionnaire qu'il fournisse un bilan de ce qu'il aura fait en termes d'égalité homme-femme dans le cadre de la concession de manière annuelle, en même temps que son bilan de concessionnaire. Voilà, ça, c'est des choses qui marchent bien et qui sont assez faciles à contrôler également. Mais là, ce n'est pas du critère. Vous ne mettez pas en critère d'attribution. Non, on ne le met pas en critère, on le met en condition d'exécution. Ouais. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ça fait lien aussi avec notre premier atelier qu'on avait consacré à, voilà, il s'appelait de la clause sociale d'insertion à la clause de promotion de l'emploi. Et justement, on a vu l'intervention de Patrick Loquet qui fait la promotion justement d'élargir la clause sociale qui existe voilà, depuis 30 ans pour aller justement la prise en compte notamment de conditions de travail en fonction, voilà, pour élargir, comme vous le disiez, Raphaël, voilà, aller au-delà des marchés de travaux, parce qu'on sait bien notamment, il y a les marchés de fourniture qui sont peu closés parce qu'il y a peu de parts d'intervention humaine. Donc, je pourrais vous envoyer le replay parce qu'effectivement, c'était vraiment le sujet de l'atelier. Et il y avait l'intervention de la métropole Nice-Côte d'Azur qui, justement, rédige une clause, je dirais, de promotion de l'emploi ou d'action sociale et où il propose aux entreprises, quand il y a, je crois, c'est en dessous de 200 heures d'insertion, peu comme vous, d'accueillir des stagiaires, de faire de la découverte métier, de faire du forum emploi,
emploi avec des publics éloignés. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles, aussi bien pour l'entreprise que pour le donneur d'ordre, voilà, et de toucher d'autres publics et puis d'autres types de marchés, quoi, en fait. Donc c'est effectivement intéressant. Il y a effectivement aussi, alors, dans le même genre, hein, de ce qu'on appelle, nous, les clauses de formation. Vous pouvez demander, alors il y en a une qui est très connue, c'est dans le marché de transport, c'est l'éco-conduite. Donc là, c'est bien de la formation des salariés, donc on est autant sur une clause environnementale que sociale. Mais par exemple, dans les marchés de prestations de nettoyage, vous pouvez demander à ce que les salariés soient formés aux éco-gestes ou formés aux troubles musculo-squelettiques. Voilà, donc ça, c'est des clauses qui sont faciles à vérifier puisque c'est une attestation de formation des salariés. Donc, le facilitateur, dans son travail de contrôle, il n'a pas à aller sur site, à voir, vérifier, etc. C'est assez simple en fait à mettre en œuvre. Voilà. Donc, ça, c'est des clauses sur lesquelles également on travaille. Madame Décry, vous souhaitiez intervenir? Je ne sais pas. Ou pas? Non, je ne sais pas si vous n'aviez pas rebaissé votre main ou si vous voulez intervenir, Aïcha. Oui, on peut voir dans certains territoires aussi qui développent, et nous, c'est notre volonté aussi, mais un peu plus tard, parce que je viens juste d'arriver, à développer des thématiques comme l'illettrisme, et donc faire une clause spécifique, faire une dérogation du coup, au CCAG, et permettre en fait de cibler sur un certain public. Donc, j'ai pu voir comme thématique l'illettrisme. Il y a une thématique aussi au niveau de Agen, il me semble, sur la reconversion des militaires. Voilà, en fait, on voit qu'il y a pas mal de autres que les heures d'insertion et c'est en train de se développer. Et voilà, donc c'était juste pour voir si éventuellement vous aussi, vous avez peut-être développé des thématiques dans ce Bah, sens. sur les militaires, on essaie de travailler, nous, alors on travaille avec le service infrastructure de la défense et la direction du commissariat, qui sont des fonctions support des armées, sur rajouter un public éligible, c'est la clause soldat blessé. Oui, c'est ça. Puisque c'est un statut qui est propre à l'armée, mais qui n'est pas reconnu par la RQTH. Enfin, c'est pas l'équivalent ils n'ont pas l'équivalence RQTH en gros. Donc, c'est un statut particulier sur lesquels, effectivement, on essaie d'élargir les publics éligibles dans les CCAP de ces deux pouvoirs adjudicateurs. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de candidat éligible. Voilà. Donc, mais c'est effectivement des pistes sur lesquelles on travaille aussi. C'est des pistes aussi sur lesquelles je souhaitais développer sur les soldats qui ont subi des traumatismes et sur leur reconversion, en fait. Parce que Agen, il me semble que c'est plus de façon globale sur les militaires, mais moi, je voulais vraiment cibler ce côté traumatisme et qui fait, du fait de ce traumatisme, les rendre éligibles, puisque nous, chargés de mission clause sociale, si une difficulté est avérée par un prescripteur ou par nous, on peut rendre une personne éligible. Et là, c'est pour les marchés, je crois, de l'armée, hein, c'est ça? C'est restreint au marché que passerait le ministère, hein. Enfin, le ministère, c'est… Après, c'est le CCAP qui permet de définir le public éligible. Donc, Oui. si on élargit effectivement au statut soldat blessé, qui est un statut de l'armée en fait, hein, Ouais, c'est ça. voilà, il n'y a pas de difficulté à le faire. Et la seule difficulté, nous, qu'on a trouvée aujourd'hui sur ce sujet-là, c'est qu'on n'a pas de public soldat blessé localement. Oui, donc il faut travailler avec la cellule comme la clause de formation sous statut scolaire, quoi. En fait, c'est piloté par le ministère de l'Éducation nationale. Là, ouais, c'est pareil. Et la clause de lutte contre l'illettrisme, excuse-moi, Philippe. Effectivement, moi, je l'ai vu une fois. Et c'est assez récent. Alors, nous, on l'a suggéré à la région, puisque c'est une de leurs compétences, hein, et ils n'avaient pas l'air, ils n'ont pas été favorables dans un premier temps. Alors, pour leur défense, ils démarrent un petit peu en termes d'achat socialement responsable. Donc, il y a une certaine frilosité à essayer des choses trop nouvelles.
Et puis, je pense qu'il faut être modeste, c'est-à-dire que quand on commence à travailler avec un pouvoir adjudicateur, on ne peut pas tout faire tout de suite. Il faut d'abord construire des liens de confiance entre les acheteurs et le facilitateur, montrer que ce qu'on fait est réalisable, que ça ne pose pas de difficultés avec les entreprises pour la mise en œuvre. Et puis, au fur et à mesure, on peut aller sur des choses un peu plus atypiques et exotiques. Mais je pense que, en fonction de la maturité du travail et de la confiance qui existe entre le facilitateur et le pouvoir adjudicateur, on n'utilise pas les mêmes outils. En tout cas, c'est notre politique à nous. Nous, quand on démarre avec un nouveau pouvoir adjudicateur, on propose en général des choses simples dans un premier temps et progressivement, et puis en fonction également du directeur des achats en général, qui est plutôt volontaire ou pas, on va vers des choses plus atypiques et plus exotiques. Philippe, je crois que tu voulais intervenir, j'ai entendu. Oui. Non, je me demandais juste si sur les actions de formation que vous évoquiez, qu'il s'agisse de la lutte contre l'illettrisme, le français, les éco-gestes, etc. Ce sont des heures de formation que vous comptabilisez dans les heures d'insertion à réaliser? Alors, ça dépend. Comme on peut le faire dans les contrats en alternance, par exemple, ou c'est uniquement la valeur ajoutée qualitative de la clause? Alors, ça dépend. Par exemple, si on est sur de l'éco-conduite, on va exiger que les salariés affectés au transport soient déjà formés à l'éco-conduite. Ils ne vont pas le faire pendant leur temps de travail, il faut que les personnels soient déjà formés. Alors, c'est des clauses qu'il faut bien entendu travailler avec les syndicats professionnels, comme le reste, s'assurer d'abord que la formation est bien présente localement, qu'elle peut être prise en charge par l'OPCO de branche, et puis qu'il n'y aura pas de difficulté pour les entreprises à former leurs salariés. Là, on parle de salariés qui sont déjà présents dans l'entreprise, en amont de l'attribution du marché. Déjà présents dans l'entreprise, effectivement. Là, on est plus dans de la consolidation d'emploi que dans l'accès ou de l'insertion. C'est ce qu'on disait, c'est vraiment des considérations sociales dans le marché. On ne va pas se limiter uniquement à de l'insertion, mais il y a également une dimension sociale qui s'intéresse aux, j'ai envie de dire insider, parce que je n'ai pas d'autre mot qui me vient, mais déjà les salariés en place, quoi. Mais on peut avoir également l'inverse. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a négocié, par exemple, avec le secteur de la propreté, c'est qu'un salarié, une entreprise de propreté qui embaucherait une personne en alternance, etc., on pourrait valider une partie des heures de formation au titre de la clause. Vous voyez, donc ça va être au cas par cas et selon les syndicats de salariés, comment les choses se négocient. Mais les deux sont possibles en fait. C'est juste une question de discussion avec le pouvoir adjudicateur d'un côté, qui a des ambitions et une vision du territoire, et la faisabilité par les entreprises du secteur. Mais les deux sont possibles. Merci. Ouais. D'usage, nous, on comptabilise effectivement dans le cadre des contrats en alternance toute la partie théorique. Les heures sont également comptabilisées dans l'objectif que doit rendre l'entreprise. D'autant que bien souvent, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir de la sortie sur de l'emploi durable, en termes de sortie de dispositif. Et puis, c'est aussi un élément à avoir à l'esprit, qui s'ajoute aussi aux notions de bonus CDI, par exemple, qui permettent effectivement de comptabiliser un nombre d'heures supplémentaires auprès de l'entreprise dès lors qu'elle accueille sur un emploi stable qui permet la sortie de dispositif pour le ou la bénéficiaire. Oui, effectivement. Aïcha, vous aviez levé la main, je vous ai rebaissé, je ne sais pas si… Oui, Monsieur Goubillon a bien répondu à ma question, puisque effectivement, nous, dans le cadre de contrats d'alternance, nous prenons en compte la partie théorique et la partie en entreprise, mais également lorsque, dans le cadre d'une future embauche, il est nécessaire de faire une POI, et dans ces cas-là, et comptabiliser également 400 heures d'insertion. Voilà. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on termine cet atelier.
Écoutez, un grand merci à tout le monde, tout particulièrement aux intervenants. Alors, je ne sais pas, Raphaël et Ophélie, si vous pouvez me transmettre votre. Enfin, si Je vous crois voulez qu'Ophélie a laissé mon partager. mail dans le chat. Donc, Oui, et votre mail aussi, je le transmettrai. Donc, écoutez, de toute façon, j'enverrai le replay du webinaire et puis voilà, support et donc de la régie de quartier du mouvement des régies. Et puis l'adresse mail de Raphaël. Très bien. Un grand merci à tous et donc pour le dernier atelier la semaine prochaine. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au Au revoir. revoir.